Bienvenue à notre séance cet après-midi sur le sujet les causes des instabilités de prix et aussi les conséquences sur les agriculteurs et les conséquences aussi pour les consommateurs. Seulement pour introduction, quelques chiffres pour décrire un peu le sujet. Alors, la tonne du blé a coûté sur le marché international en mai 2007 196 US dollars, alors dollars américains. En mai 2008, c'était 440 US dollars. Et en juin 2010, ça tombait à 157 dollars et pour monter après jusqu'à juin 2011 à 344 US dollars. Alors je crois le constat n'est pas contesté. L'instabilité de prix a augmenté fortement les dernières années. Mais avant qu'on discute des solutions, il faut se pencher sur les questions quelles sont les origines et quelles sont les conséquences de tous ces développements. Pour cela, je suis très heureux d'avoir des experts, accueillir des experts ici, des experts tout à fait éminents et qualifiés. On va commencer avec un discours de Madame Anne Berg. Anne Berg est une spécialiste sur les matières premières agricoles. Et ce qui est intéressant, Madame Berg était aussi, dans son passé, un trader à Chicago. Elle était directrice de la CBOT. Alors, tout à fait connaisseur de nos sujets. Madame Berg, je vous donne la parole et après, je vais vous présenter les autres intervenants. Merci. Madame Berg, la parole est à vous. Merci. Good afternoon. Bonjour à tous. I've been told I have... On m'a dit de présenter cet exposé très rapidement. Donc, je vais commencer par vous dire que dans votre dossier, vous aurez trouvé cette feuille de papier vous présentant les termes de base des marchés de contrats à terme, car le sujet est extrêmement technique et vous y trouverez un certain nombre de définitions. Donc, il s'agit de ce que signifient pour vous, en fait, ces marchés de contrats à terme des produits de base. Nous savons qu'il y a eu une augmentation très importante de ces contrats à terme au cours des 10 dernières années. Et cela est dû à un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, l'élimination progressive des stocks d'intervention et des prix de soutien avec... la demande croissante de denrées alimentaires, ensuite la déréglementation des marchés qui a permis à de nouveaux acteurs de pénétrer sur ces marchés tels que les fonds de couverture, des courtiers et des banques. Et ces produits de base sont devenus des classes d'actifs dans lesquelles on investit. Autrefois, quand j'étais trader, il y avait un club très réduit, mais aujourd'hui, il y a des échanges pour des centres à brut lucratifs. Et par ailleurs, le courtage se fait de façon électronique et donc n'importe qui, tout le monde peut échanger des produits de base. La volatilité, par ailleurs, a beaucoup augmenté puisqu'il y avait eu une faiblesse des prix des produits de base pendant des décennies. Il y a également le changement climatique avec les sécheresses, les inondations qui ont une influence directe sur le marché des produits de base. Il y a aussi la dégradation des sols, l'urbanisation. Et puis, il y a eu des décisions politiques prises par les gouvernements de façon brutale, telles que des taxes à l'exportation, des contingents et un certain nombre d'interdictions de produits. Et puis, il y a eu aussi des conversion de l'utilisation de ces produits de base. Les 2,8 tonnes de maïs utilisées aux États-Unis pour produire des biocarburants auraient pu nourrir plus de 20 millions de personnes. Et puis il y a les
limite de position. Aux États-Unis, cette limite de position était fixée à 600 contrats, c'est-à-dire 22 000 tonnes. Aujourd'hui, c'est 22 000 contrats, c'est-à-dire à peu près 3 millions de tonnes, c'est-à-dire 55 le contenu de 55 vaisseaux de maïs. Alors ici, vous voyez un graphique qui illustre l'augmentation du volume de ces contrats à terme. Et ici, vous voyez la volatilité qui a beaucoup augmenté, qui est passée de 20 à 30% il y a 10 ans à 60 à 70% au cours des 3 dernières années. Alors la question est de savoir si les flux financiers encouragent la volatilité, puisqu'il y a la création de fonds indiciels comme Goldman Sachs et plusieurs fonds de ce type qui font du courtage passif. Et puis, il y a les fonds à couverture, les banques, les courtiers qui, eux, font du courtage agressif au quotidien, parfois seconde après seconde, puisqu'il y a des systèmes électroniques qui permettent des échanges à la milliseconde. Et les courtiers commerciaux, aujourd'hui, comprennent une petite part d'intérêt à peu près 10 à 15%, c'est-à-dire des positions à long terme sur le marché des contrats à terme. Et c'est tout à fait différent de ce qui se passait il y a 10 ans. Moi, j'étais exportatrice il y a de nombreuses années. Et en général, nous avions très peu d'investissements à terme. Alors, ce que nous ne savons pas aujourd'hui, étant donné le volume gigantesque de ces échanges, c'est quelle est véritablement la rentabilité de ces investissements. C'est probablement dû à la spéculation, puisque c'est à peu près 46 fois le volume de céréales produites. Et c'est 10 millions de tonnes qui sont échangées tous les jours à la bourse à terme de Chicago. En Europe, une fois que la PAC a été introduite et avec la diminution du soutien au prix, il y a eu de plus en plus de volatilité sur les marchés. C'est à Londres ont commencé les contrats à terme sur les produits de base tels que le cacao et le café, mais à Paris, il y a eu le maïs, le blé et d'autres céréales qui ont commencé à être vendus à terme et qui représentent un volume très important des échanges. Alors voici un exemple d'un contrat de blé. Tous ces contrats, en fait, à terme, sont normalisés. Donc vous avez l'unité de transaction, 50 tonnes de blé d'origine Union européenne. Vous avez différents termes, 1 mois, 2 mois, 6 mois à 1 an. Et donc, on peut en fait parier sur tel mois. Par exemple, si on est producteur, on veut vendre, par exemple, tel mois, on veut livrer tel mois en janvier ou en mars ou pendant les périodes de récolte, en août et novembre. Et je dois dire que les choses ont changé depuis que j'ai rédigé cette présentation. Je crois que
on est tous plus ou moins d'accord sur l'harmonisation réglementaire entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe, en tout cas, envisage de créer un service d'archives pour toutes les transactions purement financières. Les États-Unis, de leur côté, ont renforcé les mesures anti-manipulation, c'est ainsi qu'on les appelle. On ne peut donc pas manipuler, en fait, les produits de base sur lesquels sont basés les produits dérivés à terme. Néanmoins, il n'y a pas de consensus sur les limites de position, même si l'Europe et les États-Unis s'entendent pour renforcer la transparence des transactions. Alors, comment ces marchés à terme peuvent-ils être bénéficiaires pour vous? Tout d'abord, parce qu'il y a les attentes sur les prix. Le marché vous dit, les prix sur le marché révèlent en fait les attentes sur les prix le long de la courbe. Et c'est si vous pensez pouvoir vendre plus cher dans quelques mois, il faut conserver vos stocks de blé ou de maïs. Et ces marchés signalent également les macro-événements, par exemple les interdictions d'exportation, les limites également de position. Et en quelques jours, ils sont passés de 25%. Et ils ont augmenté de 25% en très peu de temps sur le marché de Chicago. Et si on ne sait pas qu'il va y avoir une interdiction d'exportation, on peut, grâce au mouvement des marchés, savoir que quelque chose va se produire. Mais évidemment, il faut être conscient de ces risques. Ici, vous voyez la courbe et ce à quoi pourraient ressembler ces contrats à terme de octobre. Donc vous voyez que le premier mois, c'est le mois où les prix sont les plus élevés. Ici, c'est le mois d'août. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vendre et ne pas conserver jusqu'en novembre, puisqu'en novembre, les prix auront baissé. Ensuite, là, vous voyez le prix du blé moulu qui est très volatile sur le marché français. Le président Sarkozy l'a bien dit. Alors, faut-il avoir une couverture à terme ? On sait que seuls 30% des agriculteurs américains recourent à ces opérations de couverture, souvent parce que les banques ne prêtent pas de sommes aux agriculteurs pour réaliser ces opérations de couverture. Si vous voyez par exemple que vous pouvez vendre à $240 la tonne de blé et que le prix est passé à $350, à ce moment-là, ça veut dire que la récolte a diminué et il sera difficile à ce moment-là de recouvrer l'argent investi dans ces instruments, dans ces opérations de couverture. Alors, il y a différentes options pour faire face à cette volatilité. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce sont des instruments financiers relativement complexes. Et récemment, des actions ont été mises en place aux États-Unis pour faire face à cette volatilité. Tout d'abord, les marges qui sont l'ensemble, ça représente 10 à 20% du contrat d'argent que vous bloquez. Donc, sur le pétrole brut, sur d'autres combustibles, sur l'argent, sur le maïs, et le prix de ces produits, en fait, a baissé car les marges avaient augmenté. La CFTC a proposé de nouvelles limites de position spéculatives et aujourd'hui, elle poursuit deux entreprises pétrolières étrangères qui auraient manipulé le cours du pétrole.
Et ça fait longtemps que je n'avais pas vu d'action en justice entreprise contre des entreprises pétrolières. Et donc, cela montre bien que on vise à mieux réguler le marché à l'avenir. Alors, que peut-on faire pour l'avenir ? Je ne vais pas entrer dans le détail, en particulier étudier la composition des ordres, mais on peut se poser la question de savoir si les grands courtiers sont en train d'évincer les petits opérateurs de couverture. Et aux États-Unis, où il y a des exploitants agricoles, des exploitations agricoles de grande taille, on s'aperçoit que les prix étant trop volatiles, ils ne peuvent pas, les petits opérateurs ne peuvent pas obtenir de couverture. Lorsque j'étais trader, j'étais dans la corbeille et dans la corbeille, on avait le sentiment de savoir quelles étaient les tendances. Or, avec les systèmes électroniques, le système est devenu complètement opaque et on ne sait pas exactement comment les ordres d'échange sont placés. Et s'il y a concordance des ordres d'échange. Aujourd'hui, 10% des échanges se font dans la corbeille seulement. Donc, cela n'a plus d'impact sur le marché. Et donc, il faut voir comment réguler ces systèmes électroniques et il faut étudier la façon dont les systèmes électroniques eux-mêmes exacerbent la volatilité des prix. En plus, il y a des systèmes différents aux États-Unis et en Europe. Et est-ce qu'il peut y avoir un véritable arbitrage réglementaire? Et nous savons que les États-Unis et l'Europe sont en train d'examiner les différents régimes réglementaires pour essayer de les harmoniser entre eux. Voilà, je conclus là ma présentation et je vous remercie de votre attention. Madame Berg. C'est intéressant d'entendre les volumes énormes qui sont négociés sur ces marchés-là. Alors maintenant, je vais vous présenter les intervenants. Ils sont tous des agriculteurs. Ça fait le débat très intéressant, je crois. Je commence à ma gauche avec Christian Pez, qui est français. Il est président d'Euralis, c'est un grand groupe coopératif. En même temps, il est actif à Bruxelles. Il est président de la COGESA, c'est le syndicat européen des coopératifs agricoles. Et en même temps, il a créé un think tank qui s'appelle Momagri et qui s'occupe des questions qu'on va discuter. À sa droite, je souhaite bienvenue Monsieur Lakina, qui vient de Côte d'Ivoire. Il est président de l'interprofession du coton de Côte d'Ivoire depuis 2009. Il pratique agriculture depuis 1986. Et il était aussi auparavant président de la coopérative régionale de Bouaflé, c'est son ville natale, si j'ai bien compris. Et après, bienvenue à Monsieur Bonnet. Excusez-moi, on est tellement tellement nombreux ici. Ron Bonnet, il est exploitant depuis 1975 et il est en même temps conseiller municipal, par exemple, puis maire de son village au Canada. Et il siège au Conseil provisoire de l'Organisation mondiale de l'agriculture. Après, Peter Kendall, le président de la National Farmers Union en Angleterre, je crois, vous êtes exploitant aussi, je ne dois pas expliquer beaucoup plus parce que vous êtes très connu. À ma gauche, vous avez Monsieur Bianco, Monsieur Bianco de Uruguay. Vous êtes propriétaire d'une exploitation très grande, 1500 hectares en Uruguay, et en même temps vous êtes président des CAF, ce sont les coopératives agraires fédérées en Uruguay.
il y a 10 000 producteurs qui sont membres là. Et puis, last but not least, à ma droite, vous avez Monsieur Pulungan, Agustin Pulungan, qui vient de l'Indonésie. Il est président de l'association VAMTI, c'est l'organisation d'agriculteurs et de pêcheurs d'Indonésie. Et il vient d'être réélu et il va être président jusqu'à 2016, si j'ai bien compris. Merci beaucoup d'être venu et je voudrais commencer avec Monsieur Bianco d'Uruguay. Uruguay, c'est un grand pays agricole. L'élevage de bétail, par exemple, très importante, exportatrice. Je voudrais savoir de votre point de vue de Uruguay, quelles sont les causes pour vous de l'instabilité de prix et quelles sont les conséquences surtout senties dans votre pays? Sí, buenas tardes a todos. Bonjour tout le monde, je vais parler espagnol afin de pouvoir dire un peu plus clairement mes idées. Tout d'abord, je voudrais féliciter la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour l'organisation de cette réunion, car je crois qu'il est nécessaire maintenant de discuter des problèmes de l'agriculture dans le monde. Je viens d'un pays qui est un pays exportateur de produits agricoles, viande de bœuf, laine, viande ovine, riz. Nous sommes exportateurs. En ce qui concerne la volatilité des prix des matières premières agricoles, nous en avons vu et je crois qu'il y en aura encore. Il faut en tenir compte car il faut aussi envisager l'avenir. La grande augmentation de la demande de la part des pays en voie de développement, surtout des pays asiatiques, de l'Inde et de la Chine, mais aussi d'autres pays des BRIC, le Brésil et la Russie, a généré une demande, l'augmentation de la demande en produits agricoles pour certains produits spécifiquement, surtout les produits riches en protéines animales, viande de bœuf et viande ovine, lait et aussi, on en a parlé, mais je crois qu'il faut souligner l'interdépendance existant entre le marché des produits agricoles et le marché de l'énergie, parce que l'augmentation de la population mondiale que nous allons enregistrer peut-être pourrait ne pas générer une augmentation très importante de produits alimentaires, mais cela va générer une augmentation importante de consommation énergétique. Compte tenu du lien existant entre les deux, je crois que cela risque de garder à un niveau élevé les prix des produits agricoles. C'est là une opportunité pour les agriculteurs que de pouvoir générer de l'énergie à partir de produits agricoles et je crois qu'il nous faut nous saisir de cette possibilité. Ensuite, il y a des facteurs monétaires qui sont importants car quand on passe d'un secteur à l'autre, ce qui affecte nos produits, ce sont ces mouvements financiers. Et il faut dire que la dépréciation du dollar dans certains pays comme le nôtre où cela a été très fort, ainsi que l'augmentation nominale des prix des matières premières agricoles, quand on fait la conversion, eh bien dans ce cas-là, l'augmentation n'est pas tellement importante. Enfin, pour ne pas parler trop longuement, je voudrais me référer aux facteurs climatiques. Le changement climatique a introduit une variante supplémentaire. Il n'y a pas seulement le climat qui change, mais
il y a aussi les phénomènes extrêmes qui sont et plus fréquents et plus intenses, ce qui peut bouleverser les récoltes et la production des pays. Ceci est répercuté dans les prix. Donc le problème du changement climatique va nous préoccuper pendant longtemps dans la mesure où nous pourrons véritablement agir sur ce changement climatique, mais ceci a une influence sur les marchés des produits agricoles. Merci beaucoup, Monsieur Panko. Apparemment plusieurs facteurs qui jouent là. Monsieur, maintenant, je voudrais demander Monsieur Lakina de nous donner un témoignage de la Côte d'Ivoire, parce que là, je crois, vous avez eu aussi en 2008 de ce qu'on appelle des émeutes de faim. Et voilà, merci de votre témoignage. Merci. Bon, je pense que les causes énoncées par le collaborateur producteur sont évidemment les mêmes un peu partout quand il doit y avoir des inflations, notamment les conditions climatiques qui sont vraiment la première difficulté des producteurs agricoles. C'est quelque chose qui lie tous les producteurs du monde agricole. Quand vous n'êtes pas en système d'irrigation, vous comptez tous sur la pluie. Quand elle ne vient pas, ça fait déjà un problème. Donc je pense que c'est déjà beaucoup difficile au niveau du vivrier surtout. Parce que nous sommes producteurs de coton, en même temps vivriers. Donc il se trouve que quand pour les producteurs, une année bien donnée, ils n'ont pas la pluie suffisante pour produire des vivriers, la campagne qui suit, ils préfèrent changer de culture. Parce qu'ils se disent que la campagne qui va venir, ce serait les mêmes difficultés de pluie. D'où ça fait que les producteurs, avec leur petite surface, parce qu'il faut dire que chez nous, il y a une différence entre vous. Ici, vous avez des grandes surfaces. Chez nous, l'agriculture familiale, vous pouvez trouver un monsieur, sa femme, plus ses 2 enfants. Il ne peut même pas dépasser 1 hectare du fait qu'il travaille manuellement. S'il n'a pas les moyens pour s'acheter du matériel agricole, il ne peut pas faire une grande superficie. On a vu ça aussi un peu partout dans tous les autres pays. Donc, du coup, il est très limité dans sa production. Et cela fait que, d'année en année, il est obligé de changer de spéculation, de culture, s'il veut bien avoir de l'argent. S'il n'arrive pas à avoir, par exemple, la première campagne, beaucoup de vivriers qui lui permettent de vivre décemment, ou tout ça, et que les producteurs du coton gagnent plus d'argent, la campagne qui suit, il fait une rotation de culture et il sème plutôt du coton en espérant avoir plus d'argent. Donc, le manque de rendement et le manque de pouvoir acheter ce produit à un coût rémunérateur fait que les producteurs changent rapidement de culture d'année en année sans même faire une fixation, un programme sur plusieurs années. Ça, c'est l'une des difficultés chez nous en Côte d'Ivoire. Et chez nous en Côte d'Ivoire, les filières sont libéralisées. Il y a plusieurs filières, notamment, où tout est libéralisé, où c'est constitué en interprofession. Mais malheureusement, pour les matières premières, quand on prend jusqu'aux matières premières, notamment le cacao, le café, le coton, tout ça, dans la libéralisation, les industries, en fait, qui sont venues s'installer en Côte d'Ivoire, on les instrument, en fait, en Asie, en Europe, un peu partout. Donc, ils sont financés directement par leurs filiales qui sont ici en Europe, tout ça. Ce qui rend un peu la compétition difficile avec les coopératives que nous avions au niveau de la base, notamment les fédérations qu'on a mises en place, tout ça, qui n'ont pas les mêmes moyens de financement qu'en fait ces structures qui sont nantis avec des gros moyens qui viennent s'installer ou tout ça, où nous pensons que la libéralisation en fait a été très vite précipitée, où les producteurs n'ont pas été formés jusqu'à ce niveau de représentation ou tout ça, où ils devaient quand même avoir de grosses fédérations, de grosses coopératives comme ici ou tout ça, où les coopératives seraient sur le marché international au lieu de vendre avec des traitants sur place. Donc ça, c'est vraiment l'une des grosses difficultés chez nous, ce qui fait que d'année en année, le producteur il est à la recherche du bien-être ou tout ça. Quand on dit qu'il y a une culture qui est très bonne, il regarde sur le marché, dans les journaux, un peu partout, ces producteurs ont eu assez d'argent, la campagne qui suit, tous les autres producteurs, en fait, se reversent à cette culture-là quand ils ont de l'espace pour produire.
Ça veut dire que vous avez aussi des problèmes parce que vous avez des importations qui viennent, par exemple, de l'Europe, avec lesquelles vous ne pouvez pas concurrencer? Les importations qui viennent de l'Europe, en fait, sont pas assez chez nous. Mais chez nous, toute la matière première s'exporte. Ils exportent cela. Ça veut dire ils viennent ici, ils viennent faire du produit fini et les ramènent au pays, donc qui revient très cher pour les producteurs. C'est ça le problème. Donc, il faut arriver aujourd'hui avec la libéralisation des filières que nous avions chez nous, ou tout ça, puisque à l'installation des chaînes de valeur, en fait, dans le pays, qui puissent nous amener à transformer, à arriver jusqu'à la transformation des produits finis, de telle sorte que sur chaque production, à chaque étape, que quelque chose soit en fait prélevé pour dans le mécanisme qui sera retenu, de telle sorte que le producteur puisse vivre décemment en fait de sa production. C'est ce qu'il nous faut actuellement. Je prends l'exemple du coton. Toute la chaîne de valeur existe, mais elle n'est pas exploitée chez nous. Vous produisez du coton, le coton il est égrené, c'est la fibre, on prend la fibre, on l'envoie à l'extérieur, on vient, on transforme la fibre, on fait du tissu, on nous ramène le tissu et il est vendu très cher. On prend le cacao, vous produisez du cacao, vous le vendez, le cacao il n'est pas traité en Côte d'Ivoire, il sort, on vient, on finit de le traiter, on vous le ramène, vous voyez le sachet de Nescafé ici, il a acheté, si je le convertis en CFA, ça va me revenir à peu près à 1000 francs, ou bien 650 francs CFA. Or, le kilo de café acheté chez moi à 150, 200 francs, 300 francs. Donc, vous voyez la différence. Donc, nous, on pense que arriver à installer des usines chez nous, en Afrique, où toute la transformation peut se faire localement, en ce moment, c'est le produit fini qui se vend à l'extérieur, ça peut nous permettre, dans le mécanisme de fixation des prix que nous allons élaborer avec les uns et les autres, permettre aux producteurs qu'ils soient gagnants. En ce moment, ça va motiver plus les producteurs et fixer le producteur dans sa production sur une grande période. Mais si tel est, il faut chaque fois se coller au marché mondial que vous aviez ou tout ça, qui fait que les prix montent, ça descend, ça monte, ça descend. Donc le producteur, s'il ne gagne pas son argent dedans, il préfère la campagne suivante faire une autre culture. Merci beaucoup. Peter Kendall, de Grande-Bretagne, j'ai lu récemment que les commerçants en Angleterre, la British Retail Consortium, I think they are called, ils ont dit les perspectives pour les agriculteurs en Grande-Bretagne, ils sont très bien. Les agriculteurs sont très innovatifs. Alors, où est le problème? Quelle est votre analyse? I think you were quoting. Je crois que vous avez cité la Fédération des commerces de détail. Il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent. Ils disent toujours qu'ils traitent fort bien les agriculteurs. Certes, la dynamique à long terme est assez favorable aux agriculteurs, nous le croyons, mais il nous faut surmonter la volatilité. Nous avons entendu d'excellentes présentations, nous avons vu à quelle rapidité les prix ont changé. Moi, je fais partie d'un groupe de travail sur la chaîne alimentaire et il faut instituer un rapport permanent qui permette d'affronter la volatilité. Un bon exemple, nos rapports en ce qui concerne le commerce du sucre. Nous avons une formule avec les transformateurs de sucre. Nous avons obtenu une augmentation pour l'année prochaine due au taux de change, au prix de la betterave et au prix du blé et au prix d'autres produits de base. Donc nous avons institué un nouveau rapport. Cela peut constituer une solution. L'autre chose, ce que nous faisons avec le groupe de travail des copains, avec la consolidation qui existe avec ces énormes commerces de détail, il faut garantir des termes d'échange, des bonnes pratiques, un petit peu comme la formule que je viens de vous énoncer pour gérer la volatilité.
En ce qui concerne l'industrie, si tout irait bien si l'on pouvait contrôler la volatilité. Et l'expérience parmi les agriculteurs anglais avec cette volatilité des prix. Let me give you an example. En 2007-2008, je crois, j'ai repris et nous avons repris ce que faisaient nos collègues australiens. Nous avons acheté des options call. Nous avons essayé de nous couvrir, d'avoir une couverture. Donc, à nouveau, on a essayé de se couvrir en ce qui concerne la récolte vendue. Il m'a fallu 3 € par tonne pour me protéger, me couvrir. Et maintenant, ça me coûte plus de 20 € suite à l'augmentation de la volatilité. Donc, les instruments dont je dispose sont beaucoup plus aléatoires. Ce que veulent les agriculteurs, quand on voit un prix juste à l'avance, à terme, mais je dirais que cette année, nous avons entendu différents problèmes dus au changement climatique. Nous subissons une sécheresse très grave au Royaume-Uni, dans la partie Est, et nombre d'agriculteurs ont dû racheter des contrats qu'ils avaient déjà vendus. Et ils pensaient avoir un rendement de 3 tonnes à l'acre, et maintenant ils voient que la sécheresse est tellement grave que leur rendement va diminuer, et donc ils ne vont pas pouvoir présenter les choses. La volatilité est un véritable défi. Il nous faut apprendre à gérer ce nouveau monde avec des périodes de climat extrême. Monsieur Pez, je voudrais vous demander, alors oui, on sait les prix sont volatiles, mais ils sont plus élevés que dans le passé. Hein. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on doit saluer aussi, parce que c'est mieux d'avoir des prix qui sont parfois élevés que des prix qui sont toujours bas, n'est-ce pas? Oui, en tant que producteur de céréales, je préfère des prix élevés. Je veux juste faire une petite correction. Vous m'avez présenté comme le président de la COGECA. Je ne suis que le vice-président, le président étant là. Excusez-moi. Oui. Je rassure mon président, je ne veux pas lui voler la place. Bon, par rapport à votre question sur la volatilité, ses origines, prix élevés, prix bas, justement, ça me donne l'occasion de bien rappeler que la volatilité, ce sont des prix très hauts, mais aussi des prix très bas. Le grand public perçoit la volatilité quand les prix sont très hauts. Et c'est souvent le cas. Quand les prix sont très bas, malheureusement, il n'y a que les agriculteurs qui s'en rendent compte, et on doit le dire, ça arrange bien l'ensemble des consommateurs de la planète. Mais on a aussi un problème quand les prix sont très bas, parce que quand les prix des céréales, les grandes matières premières, descendent à 100 € tonne, il n'y a aucun agriculteur sur la planète qui peut produire de façon durable à ces niveaux de prix. Donc il y a une anomalie qui nécessite effectivement des régulations pour éviter que ce genre de catastrophe survienne. Donc ça, c'est une première précision. Sur l'origine de la volatilité, alors, il y a effectivement les fondamentaux offre-demande. Bon, je ne vais pas revenir sur la théorie. On connaît la particularité de l'agriculture, hein, avec une demande qui est finalement assez ferme. On sait que globalement la demande mondiale augmente, mais en face, on a une offre qui est extrêmement fluctuante pour les raisons que l'on connaît, climatiques, de maladies, de viroses, etc. L'agriculture est un monde particulier, c'est le monde du vivant, que l'on parle d'ailleurs des productions végétales ou des productions animales, et donc il y a des accidents. Je vais y revenir parce que c'est quand même quelque chose qui est important par rapport à la définition de l'offre. Mais c'est intéressant, et je l'ai entendu à plusieurs voix d'ailleurs, avec plusieurs postures. Ce qui est important de signaler, c'est qu'en fait, face à cette volatilité, les agriculteurs anticipent. Le problème, c'est qu'en tant qu'agriculteurs, nous anticipons 3/4 du temps mal. Ça a été
Ça a été décrit par mon collègue et voisin. Madame aussi en a parlé, parce que quand elle dit, voilà, les prix sont hauts là, bas là, donc il faut vendre là parce qu'ils sont hauts. Ben ouais, mais tous les agriculteurs de la planète vont faire la même chose. Et donc, on va totalement transformer la situation et effectivement recréer de la volatilité. Si je prévois que l'année prochaine les cours du maïs seront très hauts, effectivement, massivement, les agriculteurs de la planète vont anticiper cette hausse, ils vont semer et vont créer des éléments de volatilité extrême, avec comme conséquence d'autres cultures qui seront abandonnées, qui seront donc en sous-volume, avec aussi au passage des enjeux environnementaux, des enjeux d'aménagement du territoire. Enfin, il y a plein d'éléments derrière ça. Donc le cœur du sujet est en fait la capacité qu'on a en tant qu'agriculteur à anticiper cette volatilité. Voilà. Et ça, il faut bien dire qu'on est totalement imparfait pour le faire. Il y a besoin d'outils pour éclairer cette partie, d'outils objectifs qui n'existent pas forcément aujourd'hui, d'ailleurs. Et je crois que c'est important d'insister sur ça. Je veux revenir sur l'offre aussi, parce que je l'ai bien dit, l'offre elle est irrégulière par nature en agriculture. Je vais faire un petit couplet un peu franco-européen à cet endroit quand même, parce que le changement climatique, on y peut, c'est vrai, globalement rien, en tout cas sur le court terme. On y peut peut-être quelque chose dans des horizons à 50 ans, d'accord. Mais c'est un peu rapide de dire ça. On y peut quand même. Je pense à deux éléments fondamentaux dans mon pays qu'est la France. Je pense à l'irrigation, par exemple. Il fait plus sec. Si je sais collecter de l'eau l'hiver pour irriguer, je vais assurer des volumes. Ou même si je sais collecter de l'eau toute l'année, d'ailleurs, pour arroser y compris mes blés au printemps, je vais assurer des volumes. Et la France, pour prendre l'exemple de la France, parce qu'elle a refusé et qu'elle refuse de mettre en place des politiques fortes à cet endroit, perd des millions de tonnes de céréales, de matières premières végétales, tous les ans. Voilà, parce qu'elle le fait imparfaitement. Autre domaine concernant aussi mon pays, un peu plus largement l'Europe, c'est l'innovation biotechnologique au sens large. On sait bien qu'il y a là des éléments de croissance de rendement qui permettent d'améliorer l'offre globale sur la planète. Bon, je ne vous fais pas de dessin. En Europe et en France, en tout cas, c'est le point zéro. Donc, il y a aussi ce genre d'éléments qu'il ne faut pas oublier et qui sont des facteurs de régulation de la volatilité. Voilà. Et enfin, vous l'aurez compris derrière tous mes propos, je crois, à la régulation par rapport à la volatilité, et je crois que la destruction assez systématique des outils d'intervention, entre autres, elle accentue aussi cette volatilité. Et je pense d'une certaine façon que demain, si on ne met pas en place des vrais outils de régulation physique, et c'est un des sujets qui fait évidemment pas consensus, dans un monde du vivant agricole, si on veut continuer à l'organiser en flux tendu systématique entre le producteur et le consommateur, sans un stock intermédiaire à un moment donné pour réguler les choses, on n'y arrivera pas et la volatilité, on ne la maîtrisera pas. Et cette volatilité sur le jeune en France, quel effet est-ce que ça? Alors si un jeune réfléchit, est-ce que je dois entrer dans la profession ou non? La volatilité joue comment là? Quel effet sur les jeunes agriculteurs en France? Alors, je suis un peu moins jeune agriculteur, donc il y a des jeunes dans la salle qui seraient plus pertinents, mais bon, la volatilité, c'est un peu sexy. Parce qu'on voit surtout effectivement les points hauts, comme je l'ai dit, donc c'est toujours, ça peut être attrayant. Mais en même temps, je crois que fondamentalement, mais je voulais le dire plus tard, un agriculteur, c'est un projet de long terme. Il a besoin de vision. Ce sont des investissements lourds qui sont faits dans la durée, quel que soit le métier de l'agriculture dont on parle. Donc la volatilité, passer le premier impact où on se dit ouh chouette, les prix montent très haut, c'est un endroit où on peut certainement gagner beaucoup d'argent. Quand on réfléchit 30 secondes, on sait que le corollaire, c'est que les prix descendent aussi très bas et qu'on peut en perdre beaucoup et que c'est meurtrier et que beaucoup disparaissent. Donc je ne crois pas, mais enfin là je le mets en débat, que la volatilité est
un élément particulièrement attractif, en tout cas la volatilité extrême pour un agriculteur, parce que tout le monde aime bien que ça bouge quand même un peu, mais les niveaux de volatilité dans lesquels on est, c'est quelque chose qui n'est pas gérable pour une exploitation agricole s'il n'y a pas un encadrement de cette volatilité. Oui. Merci. Monsieur Pulungan, alors maintenant je voudrais vous poser la question. Alors la volatilité de prix en Indonésie, comment est-ce que vous avez vécu ça? Vous avez eu quelles expériences avec ce développement? Thank you. Merci. Tout d'abord, je voudrais dire que reprendre ce qu'a dit le président Sarkozy. Si on discute qu'on trouve la solution, il faut agir. Deuxième chose que je voudrais dire, la déclaration de David Navarro, c'est-à-dire mettre les exploitations familiales au centre même du développement de l'agriculture. J'ai beaucoup apprécié ce point. Maintenant, je voudrais parler avec vous de la volatilité des prix. Il y a 6 mois, le prix du riz était à $12. Maintenant, ça n'est qu'à 6,5 ou 0,65. Voilà ce qui s'est passé dans notre pays. L'agriculture est complexe et elle n'agit pas dans un vide économique. Elle vit dans un environnement, un contexte social, la disponibilité de ressources financières, de capacité d'un système de marché. Pour les petits exploitants agricoles, nous avons 36-37 millions d'exploitations familiales, donc l'agriculture doit être envisagée comme une lutte pour faire en sorte que ces familles puissent manger. D'autre part, l'agriculture est essentielle au développement harmonieux, elle doit mettre à la disposition des denrées alimentaires pour les foyers. Il faut donc, en plus, que le tout se fasse de façon durable. Dans un environnement complexe, le marché des produits de base agricole est instable, on l'a vu, on a vu des exemples, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des opportunités, des risques en ce qui concerne les contrats à terme, mais il y a des projets qui pourraient être utiles pour minimiser les risques pour les petites exploitations familiales. Je voudrais pour ma part dire que faut-il envisager dans la gestion des risques pour les exploitations familiales afin d'avoir une plus grande stabilité. Il faut peut-être organiser les exploitants par produit de base, des organisations agricoles, des partenariats qui pourraient créer des coopératives en mobilisant les ressources locales et le tout de façon durable. Deuxième chose, les contrats. Nous l'avons fait parfois. Le métayage est très important. Le processus de métayage implique la culture, la récolte au nom de partenaires et donc la récolte est prévendue. Ensuite, l'exploitant se voit offrir un prix supérieur pour son produit. La troisième chose, comment donner la capacité aux petites exploitations d'utiliser les moyens de communication modernes. On l'a vu dans certains pays comme le Zimbabwe. Ceci fait qu'ils ont accès à des données de marché
Ils font des messages par texto et ceci coûte moins cher qu'un coup de fil. D'autre part, les agriculteurs peuvent ainsi comparer et négocier les prix et ils peuvent arriver à établir une transaction. Il faut aussi s'assurer. Il y a des années de sécheresse, d'inondations, etc. Ces assurances permettent de compenser les pertes des agriculteurs. Voilà, ce sont là les 5 choses que j'ai notées. Il faut que les agriculteurs arrivent à comprendre ce qu'il en est des marchés. Ensuite, la réforme agraire, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre, car sans une réforme agraire, les plus jeunes agriculteurs ne pourront pas s'installer. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller dans un autre grand pays agricole, Monsieur Bonnet de Canada. Alors, grand pays agricole, beaucoup des produits innovateurs, beaucoup des aliments d'une qualité supérieure. Alors, comment est-ce que votre expérience avec cette volatilité de prix et comment est-ce que les agriculteurs ont réagi? Comment est-ce qu'ils se sont protégés contre ça? Est-ce qu'ils peut-être aussi, est-ce qu'ils ont essayé de jouer sur le marché comme on a entendu les Américains ont fait? Est-ce que c'était le cas ou est-ce que c'est le cas au Canada aussi? Yeah, thanks. Merci de cette occasion qui m'est donnée de répondre. Alors, il y a une chose qu'il faut bien voir concernant le Canada. Le Canada voit l'agriculture de 2 façons différentes. D'abord, il s'agit d'avoir un marché intérieur fort et puis il s'agit également d'améliorer nos possibilités d'exportation. Nous utilisons les instruments du marché qui existent, contrats à terme, etc. dans une certaine mesure, pas autant qu'on le pourrait, certes. Mais en même temps, nous ne disposons pas d'instruments qui nous permettraient de faire face à l'accroissement des prix que nous achetons. Je pense par exemple au prix du carburant au Canada qui a augmenté de 25% au cours des 3 derniers mois. Alors vouloir établir un budget de culture par exemple pose des problèmes. Quelqu'un peut établir un contrat et s'il n'y a pas des coûts d'intrants qui correspondent à son contrat, en fin de compte l'agriculteur ne pourra jamais gagner d'argent. Alors, à propos du thème causes et conséquences, il y a une chose que j'aimerais dire et qui reviendra peut-être à répéter ce qui a été dit avant moi, mais il y a des choses essentielles qu'il faut faire, qu'on a évoquées. Il y a les modifications de consommation auxquelles nous assistons d'ailleurs, un accroissement considérable de la population mondiale, des changements de régime avec des sociétés plus opulentes, plus riches, qui consomment davantage de viande, ce qui modifie les quantités de céréales nécessaires. On a parlé des biocarburants, de l'énergie. Mais je pense qu'il faudrait prendre un petit peu de recul et se demander pourquoi les agriculteurs ont commencé à s'intéresser aux biocarburants. C'est parce que le revenu était si bas il y a quelques années qu'ils n'arrivaient pas à survivre avec leur production agricole. Et il est vrai que la croissance des marchés représente un défi, mais également une opportunité. Et il faut faire en sorte de ne pas confondre volatilité des prix et nécessité d'offrir des prix corrects aux agriculteurs. Car si les agriculteurs n'ont pas de revenus viables, nous ne pourrons pas les conserver, nous ne pourrons pas recruter, il n'y aura pas de jeunes qui reviendront à la terre. Donc au cœur de tout débat, il faut se poser la question de la viabilité, de la durabilité des exploitations. Alors on a posé la question du changement climatique. Cette année, nous avons eu énormément de pluie. Je sais que nos voisins ont eu des sécheresses. Je sais qu'en Europe, il y a eu aussi une sécheresse importante et il y a des modèles qui émergent et qui sont
qui vont dans le sens d'une très très grande variabilité, ce qui n'est pas sans conséquence également. Par exemple, comment gérer les flux d'informations à l'heure actuelle? On peut avoir des rapports sur une sécheresse dans une région et le marché va réagir immédiatement. Il y a 25 ans, les analyses étaient beaucoup plus lentes, les données parvenaient beaucoup plus lentement, ce qui atténuait l'impact des choses. Mais maintenant, quelqu'un d'un clic peut envoyer des informations, bonnes ou mauvaises, qui vont influencer les décisions. Donc, je crois que la façon dont l'information est donnée est très importante. La variation des rendements également est très importante et le changement climatique la concerne. On peut donc se demander quelles sont les technologies que l'on va utiliser, d'ensemencement, de semences, des pratiques de gestion différentes. Il y a toute une série d'éléments qu'il va falloir adapter si l'on veut améliorer la productivité. Et puis, il y a un autre élément encore. C'est une question qui se pose surtout dans les pays en développement. On parle de perte de stockage de l'ordre de 30 à 35%. Et ça, c'est un problème qu'il va bien falloir aborder. Alors, pour ce qui est des politiques de développement, on les a rapidement esquissées ce matin. Pour moi, les politiques peuvent avoir un impact très fort sur la volatilité. On a cité l'exemple de l'interdiction des exportations russes et de l'influence que cela a eu sur le marché. Mais lorsque l'on se parle à d'autres agriculteurs, il apparaît que les Russes ont décrété qu'ils ne vendraient pas de blé parce que de toute façon, cultiver le blé n'était pas rentable. Donc les gouvernements prennent des décisions. Mais les décisions n'étant peut-être pas suffisamment réfléchies, ne tenant pas compte l'avis des agriculteurs, les choses ne fonctionnent pas. On a également parlé de femmes et de régime foncier. Eh bien, ce sont des choses qui relèvent de politique gouvernementale. Et il y a des choses en cours d'ailleurs. L'on parle pas mal à l'heure actuelle d'aide au développement et l'on se demande comment elle devrait être investie, infrastructures, stockage, irrigation. Il s'agit d'autant d'éléments qu'il faut examiner. Et je dois dire que j'ai été très heureuse ce matin d'entendre un certain nombre de personnes parler des associations d'agriculteurs qui doivent faire en sorte que les bonnes politiques soient mises en place. Moi, j'aurais tendance à penser que depuis 40 ans, c'est l'engagement des agriculteurs qui a permis d'infléchir telle ou telle politique. Et c'était très intéressant d'en parler. Alors, ces associations, ces organisations, ces fédérations, elles doivent être liées les unes aux autres. D'abord au niveau local, à elles de voir quels sont les besoins en termes de vulgarisation ou de n'importe quoi au niveau local. Ensuite, au niveau national, elles doivent indiquer quelles sont les politiques nécessaires. Et au niveau international, il faut faire en sorte que les instances internationales disposent d'informations appropriées. Vous savez, par exemple, qu'il y a un grand nombre d'organisations qui essayent de mettre en place une nouvelle association mondiale des agriculteurs. Et cela me semble très important de mettre en place une telle institution qui permettra aux agriculteurs de s'exprimer, de prendre la parole. Alors, je sais que l'on y réfléchit en leur instant, mais cela me semble tout à fait essentiel parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un débat entre politiciens ou entre universitaires sur ce qui est bon pour les agriculteurs en oubliant de leur demander leur avis. Et puis, il y a encore une chose que je voudrais aborder brièvement, c'est la question de la durabilité ou de la pérennité. Si les agriculteurs n'ont pas un revenu suffisant pour financer leurs activités, pour prévoir l'avenir, il est clair que nous n'atteindrons pas nos objectifs et les augmentations de prix ont donné un signal sur les marchés. Je vais vous donner un exemple. 2008, moi j'élève du bétail et nous gagnons à peu près $500 la tonne, ce qui implique du blé. J'ai donc planté. Puis il y a eu un signal sur le marché qui m'indiquait de planter du blé. Ce que j'ai fait, j'ai récolté en même temps que 10 millions d'autres exploitants probablement. Et donc j'étais touchée. Un bon prix, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvais, c'est la volatilité des prix. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne pouvait pas aborder la question des prix sous un angle unique. Il y a le prix des engrais, il y a le prix des carburants, il y a tous les coûts qui viennent s'ajouter à cela. Alors, si l'on a une réglementation, comment faire en sorte qu'il y aura un contrôle des coûts
D'autre part, la rentabilité des exploitations, le revenu des exploitations détermineront à terme les investissements qui sont nécessaires. Normalement, le prix sur un marché a une fonction. Hein. Il signale, par exemple, la pénurie. Hein. S'il y a une pénurie, quelque part, le prix augmente et l'offre va réagir. Monsieur Kendall, est-ce que c'est encore aujourd'hui le cas que le prix signale les relations entre offre et demande et après, les agriculteurs réagissent? Est-ce que I've earlier on been chatting to some of my colleagues here today. Écoutez, je dirais que l'un des problèmes qui s'est posé en 2008, lorsque l'on a vu cette hausse des prix, c'est que tous les signaux que l'on aurait dû percevoir sur le marché, le fait que l'on avait produit moins de blé et moins consommé pendant 6 ou que l'on avait produit moins que l'on avait consommé pendant 6 ou 7 années avait impliqué que des stocks soient dégagés. C'est ce qui s'est passé en Union européenne. Lorsque pendant plusieurs années on produit moins que l'on ne consomme, on s'attend à ce que les prix montent, on s'attend à ce que les agriculteurs appuient sur l'accélérateur. Comme l'expliquait Ronald tout à l'heure, il nous expliquait comment il a réagi de son côté. Mais ce sont ces politiques d'intervention qui ont fait que nous n'avions plus de stocks, que nous ne pouvions plus libérer les stocks. Ceci a coïncidé avec la sécheresse en Australie et il y a eu une surréaction massive. Si les marchés savent qu'il n'y aura pas d'intervention des gouvernements, bon, je pense à l'interdiction en Russie l'an dernier qui a exacerbé les préoccupations de ceux qui font pousser du blé. Eh bien, je pense que moins il y aura d'intervention, mieux les signaux du marché fonctionneront. Et d'ailleurs, c'est comme cela que l'on peut faire en sorte qu'il y ait suffisamment de produits sur les marchés. Pour moi, les marchés sont essentiels, car ce sont eux qui nous donnent les signaux. Et nous souhaitons que les politiciens se tiennent autant à l'écart que faire se peut des marchés. Alors il faut voir comment empêcher ces hausses de prix. Et je pense que l'interdiction russe a exacerbé la situation. Il y a eu la question de la gestion des stocks également en 2008 qui a posé problème. Mais ne confondons pas ces hausses de prix avec le fait que de toute façon, il nous faut des prix plus élevés. On a parlé de durabilité, de viabilité. Alors souvent, les politiciens prennent le train en marge de la volatilité quand ils veulent des prix faibles parce qu'ils sont préoccupés de l'inflation du prix des aliments et qu'ils veulent faire plaisir à leur électorat. Et puis, je voudrais rapidement parler des politiciens. Dans mon pays, au Royaume-Uni, c'est il y a 5 ans seulement, lorsque j'ai commencé à occuper mon poste, que le ministre de l'Agriculture a dit très clairement que nous étions un pays riche, une nation commerciale, et que nous pouvions acheter nos aliments là où nous voulions et là où nous en avions besoin. Et on a dit que... Et en Suède, je crois que l'on pense toujours la même chose. Il n'y a que 2 ans que les politiciens se sont réveillés, ont compris qu'il leur fallait écouter les agriculteurs, qui leur parlent de la situation mondiale depuis des années et qui demandent plus de production, plus d'innovation, plus d'investissement en termes d'irrigation, en termes de technologie, pour produire les aliments dont nous avons besoin. Pas beaucoup de temps, il faut terminer à l'heure. Je voudrais ouvrir le débat à la salle. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ou des témoignages? Monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je suis Samba Gueye, je suis un producteur sénégalais. En écoutant le présidium parler, en tout cas, on se pose beaucoup de questionnements par rapport à ça. Étant donné que nous sommes dans des pays sous-développés, quand on parle de volatilité des prix, nous, ça nous pose problème. Parce que partout où les gens évoluent et qu'il y a des modes d'organisation, nous, au niveau de nos pays, c'est un élément majeur qui nous préoccupe.
Parce qu'il faudra tout d'abord, pour cerner tout cela, avoir les possibilités de gérer toute la production locale, nationale et sous-régionale. Tel n'est pas le cas chez nous. Nous sommes des pays sous-développés dans une région de l'Afrique de l'Ouest où on a commencé à mettre en place des politiques agricoles et des lois d'orientation agricole et de créer un marché commun pour la libre circulation des personnes et des biens. Et quand on est dans une sous-région où le tarif extérieur commun est le tarif le plus bas du monde, tu as des difficultés en tout cas de protéger ton environnement. Donc le marché n'est pas tellement contrôlé et les produits viennent de partout. Donc par rapport à cette volatilité des prix, nous avons des difficultés d'organisation interne et d'organisation externe par rapport à cet environnement. Donc, ça pose problème. Il y a des problèmes de gestion des stocks, parce qu'on n'a pas des infrastructures de stockage. Il y a des problèmes de transformation, parce que pour rentrer dans la chaîne de valeur, il faut essayer de contrôler la chaîne en amont et en aval. Il ne s'agit pas de produire tout court, mais il faut aussi essayer en tout cas d'occuper des parties de la chaîne, pour, en tout cas au bout du rouleau, pour pouvoir commercialiser. Là où on fixe les prix aussi, vous n'êtes pas à ce niveau, pour essayer en tout cas de mieux comprendre. Avec l'évolution de l'Internet et de l'information qui est allée très vite par rapport aux pays développés, ça va tellement rapide que nous, en tant que pays développés, par rapport aux autres pays développés qui ont eu le temps matériel nécessaire de s'organiser pour pouvoir contrôler tout cela, nous, ça pose problème. Donc voilà, en quelque sorte, ces questions liées-là qui nous posent problème par rapport aux questions qui sont traitées actuellement. Oui. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bonnet, vous voulez réagir? Oui, juste une chose. La question que vous venez de poser concernant la façon de faire face au marché de votre pays abonde dans mon sens, à savoir qu'il faut des organisations d'agriculteurs et ce, à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a un nombre limité d'acheteurs et autonomiser les agriculteurs, soit par des coopératives, soit par des structures de marché, quels que soient les instruments mis en place, ils doivent être dirigés par les agriculteurs et leurs associations au niveau local, national et international. Sur le terrain, vous avez besoin de ces organisations qui doivent travailler ensemble à développer des marchés. Ça peut être des coopératives qui achètent des intrants, des coopératives qui font de la commercialisation, mais je crois que c'est une chose essentiel et les dirigeants mondiaux parlent de la volatilité des prix, vont examiner ces questions, mais il faut qu'ils se posent la question du renforcement des capacités des organisations d'agriculteurs pour que les agriculteurs puissent faire face à ces nouveaux marchés en évolution. Mais vous ne pensez pas que vous allez créer une nouvelle bureaucratie ce faisant? Réponse: non, je ne crois pas. À l'heure actuelle, un individu, un agriculteur sur le marché n'a pas beaucoup de puissance. Alors, je ne crois pas que nous devions nous excuser auprès de ces agriculteurs en leur proposant une commercialisation collective sur le marché ou bien un achat collectif des intrants, ce qui représenterait des coûts moindres pour eux. Oui, je voudrais rebondir sur la contribution de monsieur que je trouve particulièrement intéressante parce que elle pose aussi le problème de la confrontation des différentes zones de la planète. Quand il parle de son pays qui peut être confronté au marché, alors qui peut être très haut ou très bas, et qui pose des gros problèmes, je crois que c'est une vraie question à laquelle il faudra répondre. Alors certains répondent oui, le marché global mondial répondra à ça, mais on voit aussi les dégâts que ça peut provoquer. Et donc la réflexion sur
comment on organise un peu mieux l'ensemble de la planète agricole, parce que l'ensemble de la planète a besoin de se développer, que tout le monde ne part pas du même stade, que la stricte compétition peut être meurtrière pour les pays en voie de développement. Ces questions-là sont posées au travers de cette question et sont, à mon avis, essentielles. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des propositions sur la table. Le think tank dans lequel je suis, entre autres, a mis en avant des propositions sur l'organisation de la planète en grandes zones, mais bon, tout ça est à débattre. Deuxième remarque particulièrement intéressante, il fait aussi le lien entre la production de matières premières et la transformation, entre l'amont et l'aval. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose de très très important. Si on laisse faire le seul marché, finalement, on spécialisera quelques zones de la planète sur la théorie des avantages comparatifs. Mais il ne s'agit pas que de la production de la matière première, il s'agit de toute la chaîne alimentaire, de toute la création de valeur autour des outils de transformation. Et on sait très bien que l'essentiel de la transformation se localise près de la production de matières premières. Donc ce sont des questions fondamentales, à mon avis, sur lesquelles on doit aussi s'interroger. Et derrière la volatilité des prix et le marché finalement libre et uniquement avec le marché, il y a toutes ces questions qui doivent être mises sur la table si on veut avoir un développement un peu harmonieux de la planète Terre. Monsieur Lassina, j'imagine la transformation est particulièrement difficile en Côte d'Ivoire. Hein. Bon, ça c'est qu'on pense croire. Mais je voulais dire, d'abord, il faut reconnaître que dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes tous des agriculteurs. Mais à différents niveaux, dans certains pays, nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, les filières sont libéralisées. On raisonne plus en interprofession que, je ne sais pas dire, en syndicalisme et l'autre côté. Nous, on ne fait pas du syndicalisme en Côte d'Ivoire. Il y a les interprofessions où tous les débats sont menés, tous les calculs sont faits selon le marché international ou le cours du jour, tout ça pour définir un prix. Et vous tombez d'accord dessus, vous annoncez les prix, et vous produisez selon en fait ces capacités. Mais nous, on pense qu'en intégrant toute la chaîne de valeur, cela peut permettre, d'abord dans la sous-région, que les gouvernants acceptent de pouvoir financer beaucoup dans la formation des producteurs. Vous convenez avec moi qu'ici en Europe, quand les gens parlaient en fait de libéralisation des filières jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous soyez en interprofession, il y a eu d'abord beaucoup d'intellectuels qui ont fait un retour à la terre. Ce n'est pas le cas pour les producteurs africains. Chez nous, 70% et voire même souvent 80% sont encore analphabètes. Ils ne savent pas lire et écrire. C'est seulement 20%. Quand vous retournez à la terre, on pense que c'est parce que vous avez raté votre vie que vous retournez à la terre. Ça, c'est le premier problème chez nous. Donc, il faut que les différents gouvernants acceptent de financer beaucoup dans la formation des bases, notamment les agriculteurs qui sont dans les différents villages, à une formation aux vies coopératives, à la vie associative. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, on peut se retirer, en fait, de cette organisation où déjà des gens ont déjà signé des accords à l'OMC, où des bases sont déjà jetées avec tous les gouvernants ou tout ça? Est-ce que nous, on peut se retirer pour dire qu'on n'est pas partant? Je pense qu'il nous appartient, nous et nos gouvernants, de mettre un dispositif pour accélérer la formation, pour accélérer les appuis, pour accélérer les investissements, pour avoir en fait du matériel et les moyens de pouvoir compétir avec tous les autres sur le marché international. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Sinon, dire qu'on n'est pas prêt, on ne veut pas partir, ou tout ça, ça va prendre combien d'années? C'est maintenant que le taux d'alphabétisation dans des villages a atteint 40%. Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est bien vrai, on parle d'une transformation, mais je prends l'exemple du cacao, ne serait-ce que du cacao, du café. Aujourd'hui, que ce soit lui ou moi, on reçoit la transformation finie d'ailleurs. Or, si ça se transforme, on peut installer une usine au Sénégal,
de transformation finie des cafés qui va servir toute la sous-région. D'abord même, le marché sera compétitif. On aura ça à un coût, si on veut bien, selon le mécanisme de prix qui sera fixé. Puisque toute la chaîne de valeur chez nous, à tous les niveaux actuellement, on essaie de l'intégrer, à amener, à former des producteurs pour intégrer la chaîne de valeur. Moi qui vous parle, je suis issu d'une fédération de producteurs qu'on appelle l'Urocosi, certains ont entendu, certains d'entre vous ont fait plus de missions avec Bamba Kiritigi, qui est paix à son âme, qui est mort, où les producteurs ont investi dans une usine d'égrenage de coton. Et aujourd'hui, ils arrivent à vendre, comme tous les autres, sur le marché international, à discuter le prix. Il y a aujourd'hui la trituration qui s'est faite en Côte d'Ivoire. Je parle de l'huile, par exemple. On peut, ça se calcule, on sait le mécanisme de calcul, aujourd'hui, de la graine de coton ou tout ça, qui nous permet en fait de récupérer un plus-value à ce niveau qu'on peut éjecter en fait aux producteurs de coton. Donc je pense, toutes les matières premières qui se cultivent en Afrique, donnons-nous les moyens d'installer. Si nous ne pouvons pas, faisons appel à ceux bien qui veulent bien le faire, de venir investir dans nos différents pays. Et en ce moment, on essaye d'avoir des parts dans le capital qui sera ouvert au tout ça. Cela va nous amener, en fait, à voir réellement quelle est la spéculation qui s'est faite à ce niveau et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme profit pour les producteurs, en fait, de nos différents. Donc, moi, c'est pourquoi je parle de transformation et de commerce. Cela va nous permettre, au niveau Afrique, de proposer quelque chose sur le marché. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Voilà, là-bas, le monsieur, s'il vous plaît. Ok, tu permets d'abord. Oui, merci bien. Mais moi, je pense que le débat n'est pas là. Hein. Il est clair qu'il faut qu'on transforme. Mais la question, est-ce que la transformation dont on nous parle là, est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? C'est clair que ce que tu dis, il faut l'interprofession, il faut tout. Mais aujourd'hui, les gens qui ont l'interprofession, ils ont travaillé au niveau d'abord national, au niveau régional, au niveau continental. L'Union européenne s'est organisée avant de se lancer dans tout ça. Mais nous, on n'est pas dans cette organisation. Nous disons d'abord, nous devrons nous organiser d'abord en interne. Aujourd'hui, nous avons une politique agricole au niveau de l'espace CEDEAO. Pendant que nous battons cette politique-là, c'est en ce moment qu'on a retiré la Côte d'Ivoire à l'intérieur de l'espace. Mais est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? Moi, je pense que tout ce que nous sommes en train de dire là, on est en train de parler entre nous producteurs, on connaît tout ce qu'on est en train de dire là. Moi, je pense qu'on devrait renverser la tendance. C'est-à-dire dire aujourd'hui, nous avons entendu Sarkozy. Il a donné des points clés. Qu'est-ce que nous allons faire de ces points clés-là pour saisir l'opportunité? Mais tout ce que nous sommes en train de dire, qui ne le sait pas, qui ne sait pas que le prix est bas, tous les producteurs le savent. C'est pas ça. C'est pas de ça que nous avons besoin. Moi, je pense que nous devrons changer le débat. Le débat, c'est que le président Sarkozy a dit que la gouvernance n'est pas bonne. Quelles sont les propositions que nous allons faire pour que la gouvernance soit bonne? Oui. Monsieur Sarkozy a dit que les techniciens, les experts ne vont jamais s'entendre. Mais nous, producteurs, on peut s'entendre. Parce qu'on peut s'entendre sur le changement climatique, on peut s'entendre sur le foncier, on peut s'entendre sur plein de choses. Mais quel type de propositions nous allons faire pour amener à nos ministres qui vont discuter? Il est clair qu'il a dit que le financement au niveau de l'agriculture est faible. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Quel type de proposition nous allons faire pour leur dire voilà ce qu'il faut financer, voilà ce qu'il faut financer? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire le débat. Merci. Oui, merci. Après, on aura une autre séance qui va parler de solutions possibles par rapport à la volatilité des prix. Mais Monsieur Bianco voulait intervenir. Merci. Oui, je voudrais faire quelques remarques sur la question de l'intégration dans les chaînes agroalimentaires. En Uruguay, nous avons pas mal d'expérience en matière d'intégration dans ces chaînes agroalimentaires et de différentes sortes. Et les associations d'agriculteurs ont joué un rôle dans l'intégration de ces chaînes agroalimentaires. Il est impossible d'avoir une intégration de ces chaînes qui vont depuis la production jusqu'au un plat
cuisiner sur la table du consommateur si les associations d'agriculteurs n'entrent pas dans cette chaîne agroalimentaire. Et je disais que notre expérience est diverse, parce que parfois cela s'est fait à travers les coopératives. Je pense à la chaîne de la laine ou de la viande bovine, où les coopératives ont joué un rôle très important. Mais il y a la chaîne agroalimentaire aussi du riz, puisque notre pays produit un riz de très haute qualité. Et cette intégration s'est faite parce que les associations d'agriculteurs producteurs de riz ont signé des accords avec les meuleries, et cela nous a permis d'avoir une croissance de la production de riz en Uruguay. En ce qui concerne la chaîne agroalimentaire de la viande bovine, là aussi il y a des associations de producteurs qui ont des accords avec l'industrie, avec les abattoirs, et ça permet d'avoir de meilleures relations avec les industriels. Et je crois que ce sont là certains des facteurs qui permettent d'atténuer les effets de la volatilité des prix agricoles, dans la mesure où on a toute l'information sur les produits finis et toute l'information que l'on peut recueillir sur la chaîne de la valeur ajoutée. Je voudrais dire quelques mots encore de la volatilité et des prix élevés des matières premières. Les prix élevés des matières premières agricoles, c'est en fait vrai pour tous les produits de base, et pour certains intrants ou quasiment tous les intrants utilisés par l'agriculture, les prix ont augmenté également. Donc ce qui compte, c'est le lien, le ratio prix de production, coût de production et prix sur le marché. Les prix élevés des produits agricoles ne signifient pas que les agriculteurs aient des revenus élevés. Et donc, ce qui compte ici, c'est de réduire la volatilité des prix et pas le niveau des prix. Parce que, avec le prix des intrants et avec certaines politiques protectionnistes, font que les marges, en fait, qui sont recueillies par les exploitants agricoles, sont bien loin d'être à la hauteur des prix. Quand on parle des prix agricoles, on dit mais les prix sont trop élevés. Et ça laisse entendre que les agriculteurs gagnent très bien leur vie. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Monsieur Bianco, il y avait un monsieur là qui voulait dire quelque chose. Okay. Je m'appelle Basseka Dao, je suis un agriculteur au Burkina Faso. Je suis le président de la Confédération paysanne du Faso, qui est une organisation paysanne d'envergure nationale. Ici, nous sommes en train de discuter sur l'instabilité et la volatilité des prix. Je pense qu'il faut qu'en tant qu'acteurs de terrain, nous arrivions effectivement à ne pas nous laisser entraîner dans une politique et ne pas sortir une vraie réflexion. Pourquoi y a-t-il instabilité des prix? Parce que c'est un jeu d'intérêt, une question d'intérêt, liée à des politiques qui sont élaborées et qui ne sont pas adaptées aux conditions de production de tout l'ensemble des acteurs. Quand on parle de la loi de l'offre et de la demande, on parle en termes de qui, quelle quantité, quel nombre de personnes. Voilà. Et quel système de production faut-il mettre en place? Est-ce que nous avons tous ces systèmes-là qui sont harmonisés? Et si nous n'arrivons pas à harmoniser ces systèmes, à un certain moment, quand des difficultés naturelles surgissent, il y a forcément des aléas que nous ne pouvons pas gérer. Parce que force est de constater, aujourd'hui, c'est l'Europe et les États-Unis qui tirent le marché des céréales. Et si ces deux grandes puissances tirent le marché des céréales, ça veut dire que par rapport, quand on parle à la loi de l'offre, il nous faut un marché potentiel. Et ce marché potentiel, c'est le tiers-monde, qui n'a pas de moyens de production. S'ils n'ont pas de moyens de production, à partir du moment où paraît maintenant une sécheresse en Australie ou bien en Europe,
forcément, ceux-là qu'on n'avait pas prévu qu'ils devaient avoir quelque chose ne peuvent plus avoir. Et forcément, les prix s'élèvent. Donc, essayons de ne pas tomber dans un jeu politique. Ce matin, nous sommes en train de dire la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et pourquoi? Si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, quel doit être le rôle de tout un chacun? Ce n'est pas le marché. C'est de permettre à tous les continents de pouvoir produire. L'Afrique aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est le dépotoir de tous de tout. Tout le monde veut vendre sa marchandise, qu'elle soit périmée ou non périmée en Afrique. Or, pourtant, l'Afrique a un potentiel énorme de production. Pourquoi ne s'abaisse-t-on pas à dire, pourquoi ne réfléchit pas à dire, donnons des moyens aux Africains, des moyens de production pour qu'ils puissent s'assumer. Mais aujourd'hui, les politiques dont j'ai parlé, ces politiques-là ne permettent pas à nos décideurs politiques de prendre des engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà la vraie question. Mais si nous voulons tourner autour du pot pour ne pas ouvrir le pot, il faut qu'on arrive à l'ouvrir. C'est un jeu d'intérêt. Ceux qui ont le capital veulent toujours continuer à avoir le capital haut. Et maintenant, pour atteindre la réflexion, on s'est dit, bon, on fait semblant en disant, on pense à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Non, l'Afrique elle-même peut se nourrir. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on n'a pas les moyens de production, on n'a pas une capacité de production. Il nous faut de la maîtrise de l'eau, il nous faut des équipements pour produire. Aujourd'hui, un fermier texan, il a quel outil dans son arsenal? Tandis que nous allons à un marché à compétition, nous travaillons toujours avec l'énergie musculaire et nous parlons de la volatilité des prix. Moi, je pense que notre intervention ici, il faut qu'on arrête de faire le jeu de cache-cache. Ce sont ceux-là qui ont des intérêts liés par rapport au marché, qui font que les prix s'envolent. Et une fois que leur calcul a été posé, donc forcément on assiste à quelque chose. La crise alimentaire de 2008, c'était bien planifié par les technocrates, ils le savaient déjà que ça arrivait. Mais pourquoi n'a-t-on pas mis un frein? Et quand nous voyons après la crise alimentaire de 2008, les petits efforts que les États africains ont eu à faire au niveau des filières, tout le monde voit sensiblement que la production est en train de s'élever. Mais malheureusement, dès que les fonds d'urgence vont finir, on va nous laisser tomber. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, monsieur. Il y avait là un monsieur qui a attendu. Merci. Je me présente, monsieur. Bref, s'il vous plaît, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Merci. Oui, ça fait depuis longtemps que nous avons attendu. Merci aussi. Ouais. Même si les prix ont un impact sur la production, je voudrais savoir, je m'adresse à monsieur Christian, il est là. De quelle volatilité des prix parle-t-on aujourd'hui? Dans la mesure où il y a deux volatilités. La volatilité sur les marchés internationaux qui concernent les produits alimentaires non agricoles et la volatilité sur les marchés locaux qui nous concernent, nous les paysans, qui permet aujourd'hui de toucher les revenus des paysans et le budget des ménages. En un mot, comment le G20 pourra prendre en compte la régulation des marchés intérieurs et réorienter la stratégie des instances multilatérales pour aider les pays en développement à lutter contre la volatilité des prix. Monsieur Christian, j'en ai terminé. Merci. Vous voulez réagir ou brièvement? Et après, on a un monsieur là. C'est bon. Ouais, la question est très vaste. Bon, mais il m'appartient pas de toute façon de dire ce qui se fera au G20, mais moi j'ai quelques convictions. Je crois que pour les pays en voie de développement, on doit organiser entre les marchés globaux et ces pays des conditions qui évitent la confrontation stricte de prix, de façon à pouvoir développer efficacement des filières agricoles. Voilà. L'idée simple, elle est là. Je ne pense pas que la confrontation directe avec les prix du marché mondial permettra le développement de filières. Parce que tantôt les prix seront trop bas et donc il n'y aura pas d'intérêt pour une production locale et il vaudra mieux acheter entre guillemets, même si c'est une erreur sur le marché mondial. En tout cas, ça découragera la production locale.
Et les prix, quand les prix sont trop hauts, on sait très bien que c'est le corollaire. Là, quand il faut rentrer, ça crée des situations dramatiques. Voilà. Donc moi, je pense que le G20 doit effectivement prendre en compte l'ensemble de la position, doit être en position de gérer l'urgence, parce que dans ce marché extrêmement volatile, on voit bien qu'au bout, il peut y avoir les émeutes de la faim, et ça, c'est intolérable, parce que c'est une source de troubles sociaux sans fin et qui sont inadmissibles. Et donc, c'est de la responsabilité des États qui composent le G20, qui sont les plus grandes puissances de la planète, de faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais sur le long terme, je répète, ça passe par l'organisation structurée de la bonne relation entre des zones économiques qui sont différentes et qui ne peuvent pas être en confrontation directe immédiatement, même si on doit tendre vers ça. Voilà. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Suite à l'intervention de Madame Anne Berg, je suis un petit producteur, je ne saisis pas bien les mécanismes, mais j'ai cru comprendre qu'il y a quelques personnes qui s'asseyent et qui essaient de recueillir le maximum d'informations. À partir de ces informations, ils essaient de prévoir s'il y a fluctuation et ils jouent comme ça, et c'est comme ça qu'il y a des variations de prix. Je pense que nous devons voir comment on peut mettre un frein à ça. Et le président Sarkozy l'a dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui n'investissent pas 5 francs, mais qui s'asseyent tout simplement. Moi, je fais 6 mois au soleil pour produire 1 kilo de riz et je gagne 10 francs. Lui, tranquillement, dans son bureau climatisé, en 1 jour ou bien en 2 jours, il gagne 100 francs ou bien 500 francs. Je pense que c'est les différents facteurs qui permettent, qui favorisent ces fluctuations de prix que nous devons essayer d'envisager et de voir comment on peut mettre un frein à ça. Et particulièrement, j'interpelle ici les Africains. Mon président avait l'habitude de me dire, quand tu vas en brousse et que tu ne vois personne, tu cries au secours, tu ne vois personne. Si tu regardes bien, tu te verras toi-même. Je pense que ici, l'Europe, il n'y a pas une race plus intelligente que ceux qui sont en Afrique. Ils ont travaillé, ce n'est pas tombé du ciel, ils ont travaillé pour l'avoir. Nous avons la capacité de faire la même chose. Évidemment, nous ne suivrons pas forcément les mêmes chemins parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Il y a eu l'interprofession ici, on est en train de construire aussi, mais on va se battre. Il y a des syndicats dans certains pays, d'autres n'en ont pas. Ça dépend des autorités. Si les autorités ne veulent pas du tout entendre parler des syndicats, si les producteurs veulent s'organiser, c'est plus facile pour eux d'aller en association, eh bien c'est tant mieux, s'ils ont de bons résultats. Mais j'estime pour ma part, moi je suis un syndicaliste et j'ai un syndicat dans mon pays, mais je pense que ça me donne beaucoup plus de facilité vis-à-vis de la loi de porter certaines revendications. Et j'en profite. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Kennel, vous voulez réagir? Thank you very much. Merci beaucoup. Très rapidement, je sais que je viens d'un pays incroyablement privilégié et je sais qu'en Europe, nous avons fait des erreurs par le passé, on peut le dire. Au Royaume-Uni, quand je dis qu'on a quand on dépense 400 € par tonne de sucre pour le dumping, on a fait des erreurs. Mais je crois que maintenant, il faut que nous ouvrions notre marché pour les échanges avec les pays les plus pauvres. Et c'est un pas dans la bonne direction. Mais il faut que les marchés fonctionnent. Quand les stocks diminuent trop, il faut qu'il y ait un signal du marché pour que dans le monde, les producteurs sachent que s'ils produisent cette denrée, ils vont faire des bénéfices. Et je crois que en Europe, en nouveau, nous qui avons une perspective privilégiée, nous avons un paiement unique découplé. Et moi, si les prix sont trop bas, eh bien, je sais, en tant qu'agriculteur, que je dois produire moins.
mais que je dois produire pour rester viable. Mais ce qui serait erroné, c'est que l'Europe fasse accroître ses stocks à nouveau et envoie les mauvais signaux sur le marché. Donc je crois que l'Europe va dans le bon sens en ouvrant son marché aux producteurs étrangers. Malheureusement, on arrive à la fin de notre séance. Je m'excuse pour tous les gens qui voulaient parler encore, mais on aura d'autres séances et il y aura d'autres opportunités d'intervenir. Je crois, parce qu'on a bien touché beaucoup de sujets, ça va être difficile de faire une conclusion complète. Alors je vais pas le faire, excusez-moi. Et comme ça, on peut profiter maintenant d'une pause. Merci beaucoup à tous les intervenants, à ces contributions tout à fait utiles et tout à fait intéressantes. Et merci beaucoup encore. Merci à vous. On peut applaudir les intervenants. Merci.